L'intégration de personnes autistes en milieu de travail, c'est faire se côtoyer des gens autistes avec des employeurs, mais aussi avec des collègues, des supérieurs, des intervenants et, dans le cas de la recherche Osiris, des chercheurs. Tout ce beau monde-là a sa propre personnalité, sa propre formation, ses rigidités, ses attentes, ses limites. Au cours de cet épisode, nous allons entendre une intervenante aguerrie en intégration au travail, Nathalie Marcoux, éducatrice spécialisée au CIUS, Geneviève Blais, enseignante au département des techniques d'éducation spécialisée au Cégep de Victoriaville, et Mélina Courtois, technicienne en éducation spécialisée. Mais avant de donner la parole à ces professionnels, nous allons d'abord écouter une conversation entre Martin Bernard et moi-même, Pierre-Luc Houde, avec Guillaume Amann-Legris et Chantal Mathieu, qui travaillent à l'INAB, l'Institut national en agriculture biologique. Ce sont deux personnes qui sont à l'image de tous les travailleurs agroalimentaires qui pourraient avoir à intégrer une personne autiste dans son milieu de travail sans avoir de connaissances sur l'autisme. Chantal, toi, t'es arrivée dans les premières, dans le projet Osiris, peut-être même avant que ça commence. Comment ça a commencé ton expérience Osiris? Ça a commencé avec une rencontre avec Geneviève puis Martin. Ils m'ont expliqué le projet, puis après ça, c'était de rencontrer les participants, puis de les connaître, apprendre à connaître avant d'être efficace au travail. C'est comment t'as fait pour apprendre à les connaître? Je voulais leur parler beaucoup, puis j'ai compris vite que quand t'es autiste, tout ce qui est alentour de toi, ça peut te déranger. Fait que de rentrer dans leur champ visuel pour leur parler. Puis c'est ça, puis chaque candidat est authentique puis unique. Tu sais, comme là, moi, j'ai commencé avec François, Simon, puis Gabriel. Puis les trois, c'est tellement différent, là. Gabriel, il a fallu que je réalise que lui, il gérait beaucoup d'anxiété. Simon, il grogne. Fait que quand il est pas content, c'est des grognements. Puis François, il est très verbomoteur, il participe à tout, puis il a son opinion sur tout. Guillaume, enchanté, Guillaume. Toi, tu es entré dans le projet après Chantal. Quel rôle tu as joué auprès d'eux autres là, à partir du moment où tu es officiellement rentré dans le projet? Dans le fond, moi, je suis venu prendre un peu la place de Chantal. Là, fait que j'ai assuré avec l'équipe d'intervenantes et de psychoéducatrices qui était avec nous, psychoéducateurs, l'espèce de rôle de technicien de service, la personne qui connaît le milieu déjà. Moi, j'ai étudié à l'INAB pendant 4 ans maintenant. Fait que moi, j'allais voir les techniciens, j'allais voir les professeurs, je connaissais les installations, je connaissais les jobs qu'il y avait à faire. Puis on me déléguait, dans le fond, des tâches que moi, je pouvais ensuite expliquer aux intervenantes qu'elles allaient les rendre accessibles aux stagiaires. Fait qu'ensemble, on mettait sur place des outils pour favoriser leur autonomie. Puis moi, je m'assurais que le travail qu'ils faisaient correspondait aux exigences du milieu. Puis qu'à la fin de la journée, les gars ils ont pu travailler, que le milieu est content. Puis qu'en même temps, j'essaie de trouver des jobs qui fit avec leurs capacités puis avec leurs intérêts, là, pour pas que s'il arrive devant un travail que je lui propose, mais qui fait vraiment pas son affaire, qui est confronté à des insectes, puis que ça le fige, ou qu'il travaille dans des hautes températures, puis que son endurance est diminuée, que j'ai une alternative pour éviter que lui, si je peux pas faire ça, je peux rien faire. Non, il y a d'autres choses que tu peux faire parce que tes capacités, elles peuvent fitter dans un créneau ou un autre, là. T'expliquais une tâche, tu l'expliquais à la fois aux participants puis à la fois à l'intervenante. Mon hypothèse, là, c'est qu'au début, tu l'expliquais davantage à l'intervenante puis qu'après quelques temps, tu l'expliquais directement aux participants. Est-ce que ça a bougé, cette façon de communiquer-là? C'est sûr qu'au début, moi, quand je me remets dans ma peau de moi qui commence cette expérience-là, je suis un peu stressé, je doute de mes capacités à rentrer en contact avec une clientèle TSA. Je fais confiance aux intervenants, puis aux intervenantes, puis en tout cas, à la gang de gens formés pour ça qui sont sur les lieux. Fait que je m'adresse davantage aux intervenantes. Et moi, je leur communique les choses à faire, je leur explique, puis eux, ils se réfèrent à moi, puis il y a comme une espèce de cheminement de moi, intervenante, les stagiaires, les gars, la gang. C'est non-genré, on aime ça. On appelait ça souvent la famille. La famille. Avec la famille. Fait que, mais je pense que rapidement, il y a eu... C'était un peu chronophage, là, on a été beaucoup de personnes pour les superviser, ces gens-là. Fait que moi, au lieu de passer par, à chaque fois, une nouvelle intervenante pour lui réexpliquer une tâche,
ben, je développe l'autonomie de l'intervenante à accompagner son stagiaire, mais en allant directement vers le stagiaire, je pense que rapidement, j'ai réalisé qu'il est capable de l'apprendre, cette tâche-là, puis moi, l'intervenante est là si jamais il y a un problème, mais que je me suis retrouvé, je pense, assez rapidement en mesure d'expliquer suffisamment clairement ou de trouver les bons mots, ou en tout cas d'avoir la bonne manière de formuler des étapes pour rendre accessible l'accomplissement des tâches qu'ils avaient à faire. Fait que, il y a eu peut-être ce petit changement-là, mais je pense que c'est une prise de confiance de ma part aussi, là, qui était nouveau dans ce milieu-là. Fait que, au niveau de miser sur les forces, c'est sûr qu'il y a un aspect de confort dans ça, où est-ce que moi, il vient dans un milieu, il est confronté à plein de difficultés sociales déjà, de l'adaptation. Je veux être en mesure de lui apprendre des nouvelles choses, puis de le mettre dans des situations où est-ce qu'il n'est pas en zone connue, puis que là, il peut se développer puis apprendre des nouvelles capacités. Mais je veux aussi être en mesure de le mettre dans des places où est-ce qu'il est confortable, il sait ce qu'il a à faire, les facteurs qui vont venir jouer dans cette tâche-là, il les connaît, puis qu'il n'est pas en situation de stress. Fait que c'est comme de trouver un genre d'équilibre où est-ce que tu lui en demandes quand même beaucoup pour s'adapter, apprendre, puis être concentré dans une nouvelle tâche, mais aussi d'avoir des moments où est-ce qu'il peut juste être productif dans quelque chose qu'il valorise, mais qu'il aime faire aussi, puis qui ne va pas être une source de stress pour lui. Il y en a qui sont plus flexibles que d'autres, il y en a qui sont vraiment casés, mais après ça, en apprenant à les connaître, là, comme Chantal le disait tantôt, c'est là que tu peux vraiment mettre en valeur leurs forces, puis à partir de ces forces-là, ben, trouver des moyens d'élargir leur cercle de connaissances puis de capacités. C'est pour ça que j'ai choisi Guillaume comme étudiant. Il a un sens, il est très humain, là, sensible. Puis c'est aussi beaucoup d'observation de ces gens-là pour apprendre à les connaître. Comme à un moment donné, on était dans la salle de conditionnement, puis là, Gabriel, j'ai mal à la tête, puis on se demandait pourquoi. Bien, c'était une journée stressante pour lui parce que les étudiants rentraient au cégep. Fait que ça faisait beaucoup de nouveau pour lui. Puis là, il dit, j'ai mal à la tête. Mais Gabriel, lui, ce qu'il a, c'est qu'il a un bracelet pour mordre dedans. Fait qu'à force de passer son stress à mordre dans son bracelet, mais ça y avait créé un mal de tête. Mais ça, c'est avec Guillaume qu'on a comme compris ça, de où venait le mal de tête. Le facteur performance. Parce que souvent dans des entreprises, on va parler de performance. Fallait-tu qu'ils performent ou est-ce qu'on est en train de penser qu'il faut qu'ils performent puis essayer de les placer éventuellement dans une autre place? Comment vous voyez ça? Est-ce qu'il faut vraiment qu'ils performent quand ils se retrouvent avec vous autres? Bien, pas dans l'étape où moi j'étais. On voulait voir leur capacité, qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire. Puis ils sont très différents. Fait une performance pour, comme nous, là, mettons, on n'est pas tous performants au même niveau. Fait que si quelqu'un aime faire ce qu'il fait, il va aller plus vite. Si quelqu'un n'aime pas ce qu'il fait, il va... C'est ça. Ouais. Puis la notion même de performance, c'est pas nécessairement quelque chose qu'eux, ils ont d'acquis, là, de rentabilité économique, puis de tous ces grands facteurs-là avec lesquels nous autres, on vit constamment dans les cadres d'emploi rémunérés. Là. C'est sûr que être performant, mettons pour Gab, dans ma vision des choses, ça peut être de aller à ses pauses tout le temps, puis revenir à l'heure, puis de respecter son horaire, ça coche toute la journée. Puis c'est comme ça va être une performance que je vais trouver appréciable de lui, qu'il n'est pas sur son téléphone puis qu'il ne voit pas le temps passer pendant les 15 minutes de pause qu'il a. Pour François, peut-être, là, ce serait d'avoir récolté X nombre de carottes dans sa journée. Pour Simon, ça va avoir il a commencé une tâche, il l'a fini, puis avant de partir, quand il a terminé, il a rangé avant. C'est comme il a laissé son espace de travail propre. Fait que c'est sûr que l'espace, ou la notion de performance plutôt, je la prends en compte, je pense, dans le travail que je fais avec eux. Puis j'essaye de les pousser à aller un peu plus vite, toujours en respectant leurs limites, plus vite, à être plus efficace, à comprendre que si un jour il se retrouve dans une situation avec un employeur, puis que l'employeur, il voit qu'il il donne son possible, puis qu'il perd pas son temps délibérément, en tout cas. C'est flou, ces notions-là. Je pense pour une personne, ça peut être de l'autostimulation qu'il a besoin de faire, puis c'est pas une perte de temps, puis tout ça. Là. Mais j'essaie d'inclure un peu, puis de valoriser aussi les moments où est-ce que
ils vont accomplir des tâches. Puis moi, c'est comme, je suis allé parler à un professeur pour telle raison. Puis là, je reviens, puis il a déjà terminé. Puis là, je suis comme tabarnouche. Je me suis dit, moi, j'ai plus de job à te faire. Il faut que j'improvise sur le fly. Puis c'est arrivé, ça, des fois, même des journées où est-ce que je suis tout seul avec Gab. Puis que, tu sais, on a une bine de patates à laver. Puis on finit la bine de patates dans la journée. Là, puis moi, je savais pas ce qu'on allait faire après parce que dans ma tête, ça allait nous prendre tout le temps qu'on avait. Fait que, genre, cette notion-là de performance, elle est pas prédominante dans la posture qu'on adopte avec eux. Mais moi, de la vision que j'ai du projet, je trouve que c'est quand même pertinent de venir la nommer puis la valoriser aussi dans le travail qu'eux ils vont faire. Pour des premières expériences de travail, je pense que c'est important que ce soit pas... tu passes 6 heures dans une journée à faire quelque chose que tu détestes. Là, sinon, c'est sûr que l'envie même de travailler, puis l'étiquette que tu mets dans ta tête qui est associée à l'idée du travail, elle va tout de suite devenir négative. Puis là, la réinsertion professionnelle, elle devient vraiment plus difficile. Là. Fait que c'est sûr que on y allait par autodétermination pas mal, là, où est-ce que, on apprend à le connaître, on l'expose à différentes tâches, on réalise c'est quoi ses forces, c'est quoi ses difficultés. Puis ensuite, on le met dans des situations où est-ce que ses forces sont mises de l'avant pour que l'expérience, de prime abord, soit positive. On a entendu ici que Guillaume, au cours de son expérience Osiris, a appris le concept d'autodétermination et même l'applique au meilleur de ses connaissances. Qu'arrive-t-il quand ce néophyte en intégration de personnes autistes doit travailler avec une intervenante du CIUS, Nathalie Marcoux en l'occurrence? On n'avait pas nécessairement la même pratique d'un partenaire à l'autre. Pour moi, ça a été un défi parce que nous, notre parcours d'intégration-travail est assez bien établi au CIUS. Fait que là, on ne voulait pas être trop intrusif d'arriver avec notre pratique à nous. On voulait voir le projet, c'est quoi les attentes, qu'est-ce qui avait été initialement convenu. Mais c'était un défi parce qu'on n'avait pas les mêmes lectures nécessairement, là. Okay. Mais c'est sûr que quand il y avait une nouvelle tâche attribuée, nous, les intervenants, on est en présence avec la personne. Donc, on écoute les explications. Puis après ça, on fait avec. T'sais, on va faire la tâche avec eux. Puis on va leur enseigner, on va faire du modelage, on va poursuivre cet enseignement-là. On va s'assurer que la personne encode les étapes ou la démarche. Puis au besoin, là, on va aménager plus visuellement la tâche. Donc, des séquences écrites. Parfois, ça prend peut-être des photos, tu sais, quand on parle de la balance, tout ça. Fait que là, on va aménager plus visuellement la tâche pour que la personne soit le plus autonome possible dans l'exécution de cette tâche-là. Là. Puis quand tu parles de modelage, c'est un mot qu'on entend beaucoup. C'est quoi, tu sais, c'est pour quelqu'un qui entend ça pour une première fois, ça ressemble à quoi faire du modelage? Bien, c'est comme la démonstration de la tâche. Tu sais, on va le faire, après ça, on va se retirer graduellement. Mais tu sais, on va faire une démonstration de comment on veut que ce soit fait. Puis graduellement, bien là, on se retire comme soutien technique, si je peux le dire comme ça. Puis là, on voit le degré d'autonomie de la personne. Là. Mais c'est vraiment de la démonstration. On le fait, puis après ça, on leur fait faire, on le fait avec. Fait que là, graduellement, on estompe le soutien apporté. Là. On devient plus observateur, dans le fond, à avec la le fin, temps. On regarde plus, on ajuste. C'est ça. Je comprends que avant de faire la tâche pour une première fois, il y avait déjà une introduction qui se faisait avec, comme vous le disiez, là, des dessins, des listes, etc. Pourquoi on n'y allait pas juste, essaye-le, fais-le, on verra c'est quoi tes besoins, puis on ajustera. Y a-t-il un danger de générer de l'anxiété ou... Bien, il faut, parce qu'on a quand même toujours une petite connaissance de base de la personne qu'on accompagne, parce qu'on l'a vu soit en entrevue préparatoire, en exploration de ses intérêts, ses habiletés. Donc, on a toujours un petit portrait de la personne. Donc là, on va s'ajuster. Fait que parfois, on va faire ça, c'est comme voici la tâche qu'il y a à faire, mais on a un peu en tête ses compétences. Donc, si à la base, on le sait qu'elle va être ça peut être une personne anxieuse, mais là, notre soutien va être un peu plus présent, mais dans l'optique d'être sécurisant, réconfortant. Pas tant pour la démonstration de la tâche. Je ne sais pas si ça fait sens, mais on est parfois un régulateur externe, qu'on va dire, chez nous, pour
pour essayer d'atténuer l'impact des indices anxiogènes. Fait que la personne va, vu que c'est réconfortant comme contexte, bien, elle va faire l'exécution de la tâche, elle n'aura pas besoin de nous. On n'est pas là principalement tout le temps pour la tâche. On peut être aussi un régulateur. Un régulateur, dans le fond, émotionnel, ouais, interne. Que vous ne ferez pas nécessairement le travail, vous attaquerez pas tant à l'exécution de la tâche, mais plutôt à ce que ressent, ce que vit le client. Oui, on est là comme inconsciemment, parce que là, c'est pas nommé clairement comme ça à la personne tout le temps, mais on est là un peu plus dans cet angle-là. Donc, la personne, son niveau d'autonomie est vite, il se démonte vite, là, parce qu'elle est en zone de confort. Parce qu'elle nous sait présent, elle sait qu'on va l'aider si elle a des difficultés quelconques. Fait que ça, fait que c'est plus dans cet angle-là d'intervention que pour l'enseignement d'une tâche pure. Puis d'autres personnes qui ont moins cette facette-là, l'anxiété est moins... Elle est là, mais ça prend moins de place dans leur actualisation de tâches. Mais là, on va être là plus pour la démonstration, l'enseignement des étapes. Vous avez interagi principalement auprès des participants qui sont des personnes autistes. Mm-hmm. Est-ce que vous avez eu à faire de l'enseignement par la bande ou directement avec les techniciens, avec les gens qui étaient sur place et qui n'ont pas de connaissances en TSA? Oui, c'est sûr qu'il faut faire beaucoup de sensibilisation. En ayant moins en tête l'angle d'intervention, l'angle d'autodétermination, hein, il ne faisait pas ça de mauvaise foi. Des fois, il allait à l'encontre de certaines approches que nous, on visait. Puis en étant, ça aussi, c'est un défi, en étant plusieurs intervenants dans différents angles ou teintes d'intervention. Parfois, il a fallu se rassembler puis se parler entre nous comme intervenants parce qu'un nuisait à l'autre. T'sais. Fait que si, mettons, moi, je choisis de faire l'ignorance intentionnelle, qui est une forme d'approche, mais que mon collègue qui a moins de connaissances TSA, il trouvait ça bien triste de le voir assis là, rien faire. Il venait vers la personne pour essayer comme de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais là, il défaisait un petit peu l'intervention que moi, j'avais pu faire, exemple. Là. Alors, donc, il y avait à former des intervenants amateurs. Des acteurs, oui. Des acteurs. Alors, ouais. Puis ça, comment ça s'est passé? Est-ce que ça prend vite? Combien de temps ça prend pour apprendre à négocier avec un neuroatypique pour un neurotypique? Bien, c'est sûr que le projet INAB, ça a sa couleur, hein? C'est bien correct, mais quand, en général, on intègre les jeunes dans les milieux de travail, hein, standards là, de la communauté, ça se fait quand même rapidement. On fait une sensibilisation là, avec l'accord de la personne sur leurs traits, leurs particularités. Les traits TSA se présentent comment chez la personne qu'on intègre. On va faire aussi l'arrimage, parce que souvent, les employeurs vont embaucher, ils vont être bien d'accord à accueillir un stagiaire, mais c'est pas eux qui les supervisent, c'est quelqu'un sur le plancher. Fait que là, on va s'assurer que le lien, la synchronisation avec les travailleurs et le stagiaire TSA se fait bien aussi. Mais c'est un défi, mais c'est beaucoup de sensibilisation. Fait que c'est juste de vraiment s'assurer qu'on était complémentaires, qu'on n'intervenait pas en îlot auprès d'une personne. Il y avait un défi de cohésion, beaucoup, là, d'être cohérent, de gérer ça, pour qu'on soit tous un peu dans la même lignée, de la même façon, d'intervenir de la même façon avec les mêmes personnes. Puis tu sais, les techniciens, je ne sais pas si on peut les appeler techniciens ou professeurs du programme agroalimentaire qui gère la serre, dans le fond. Il y avait aussi une sensibilisation à faire parce que, tu sais, les autres, ils nous arrivent un peu à l'improviste, diraient, j'ai besoin d'un jeune pour aller ramasser les légumes dans telle rangée. Mais, tu sais, nous, il y a quand même parfois une préparation, là. Il y a une transition, là. Les autres, ils sont en train d'emballer quelque chose, mais on ne peut pas les changer de tâche comme ça en claquant des doigts, là. Fait que ça, des fois, tu sais, il y a eu de la sensibilisation à ce niveau-là aussi à faire. C'est qu'il y a une transition, là, tu sais. Mais les gens, ils se sont vite adaptés à ça, là. Les techniciens profs, là. Ils ont vite compris qu'il y avait comme un entre-deux à faire avant d'aller directement auprès de la personne. Mais un coup que leur lien est créé
que les jeunes s'approprient le milieu, le fonctionnement, ça, c'est moins présent. Les profs peuvent arriver à dire hey, « quand tu auras fini ça », mais eux ont changé possiblement aussi là, un peu la façon de le faire. « Tu viendras, j'ai besoin de toi dans telle rangée ». Fait que ça se fait très bien, là, c'est fluide. Vous avez l'habitude d'intervenir auprès d'autistes dans des milieux de travail, de faire de l'insertion au milieu de travail. Sauf que cette fois-ci, vous étiez dans une recherche où est-ce que vous aviez des méthodes à découvrir. Vous deviez vous être un peu vulnérable ou remettre en question, à la limite, les procédés, les méthodes que vous aviez. Comment vous avez vécu ça, cette chose-là, d'être entre deux chaises, entre la travailleuse d'expérience et la fille qui est au service d'une recherche? Il faut explorer, tu sais, l'idée, c'est d'avoir une flexibilité parce qu'on n'a pas la pratique ou la méthode infuse là, hein, dans notre façon d'intégrer. Le point de chute, c'est vraiment la cohérence, la constance, la complémentarité, même si on était plusieurs partenaires. Et puis bien définir initialement le rôle de chacun. Je pense que ça, c'est un bout là, que moi, ça me confirme qu'il faut absolument le faire. Parce qu'au moment où on a pris ce temps-là pour le faire, ça a été une plus-value pour tout le monde, là, autant pour les gens à l'interne que pour les personnes TSA que les intervenants là, de l'externe qu'on arrivait. Là, nous. Ce projet-là visait beaucoup l'intégration dans l'agroalimentaire. Comment tu vois ça aujourd'hui, là, suite à l'expérience qu'on a vécue? Bien, c'est un super de milieu hein, pour intégrer les personnes avec l'autisme. Mais le défi, c'est que ça dépend des traits de ces personnes-là. Hein, ils sont souvent reconnus pour avoir des hypersensibilités. Fait que, il faut salir les mains, les odeurs hein, dans l'aspect agricole. Fait que c'est pour ça que de bien documenter les intérêts, habiletés et compétences socio-professionnelles chez la personne est doublement importante. Là, on est chanceux, on a tombé sur des profils qui aiment beaucoup hein, cet aspect-là, mais c'est un milieu quand même qui est favorable dans le sens où il y a une grande ouverture de possibilités dans ce milieu-là. Tu sais, là, on était beaucoup dans la production, fruits, légumes, ça pouvait être agricole, mais tu sais, je pense qu'il y a lieu d'explorer plus large au niveau des bureaux. L'intervenant, ou bien pas l'intervenant, mais l'étudiant, si je pourrais dire, technicien, qui était notre intermédiaire, hein, Guillaume, développait beaucoup cet aspect-là. La personne TSA était plus ou moins d'intérêt à emballer ou tout ça peser. Bien, il est allé chercher d'autres sphères possibles dans le milieu. Parce que, tu sais, la richesse, c'était que lui, il connaissait tous les départements. Donc, il nous a emmenés vers le garage de tracteurs, parce que c'était un intérêt chez la personne. Il nous a emmenés parfois vers la recherche pour les aider au niveau de défaire les sacs de semences. Fait que, tu sais, il nous a permis, vu qu'il y avait cette lecture-là, puis ces contacts dans le milieu, à explorer plus large. Je crois, là, tu me diras, Martin, mais que initialement, le projet visait à la production. C'est un milieu qui nous offre plein de possibilités. Là. Au-delà du site de l'INAB, si tu regardes plus large en disant l'agroalimentaire, c'est-tu fait pour une personne autiste? T'sais? Est-ce qu'on peut penser à prendre des gens, les envoyer vers des fermes? Est-ce qu'on peut penser à les envoyer, vraiment ramasser des cultures dans des fermes, dans des maraîchers de la région, dans des fermes avec vaches laitières? Est-ce qu'on peut élargir? Tantôt, tu parlais d'élargir. Penses-tu qu'on peut aller ailleurs qu'au-delà de l'INAB? Ben, moi, je pense que oui, dans la mesure où c'est l'intérêt de la personne. Où les traits, leur trait TSA, il ne vient pas trop être à l'encontre de ces désirs-là, tu sais. Parce qu'on en a, là, plusieurs profils. Il y en a pour qui c'est le milieu top, là, le milieu idéal hein, pour la personne. Puis il y en a d'autres que pas du tout. Et on les a maintenus à INAB parce qu'on est allé élargir les possibilités, sinon ils ne seraient plus là. Donc, tu sais, ceux qui vont triper sur la mécanique, tout ça, mais je pense que oui, INAB peut être un point de chute où on identifie, où la personne explore ses capacités, ses intérêts, ses connaissances, ses compétences et habiletés. Puis après ça, on pourrait effectivement élargir, mais plus que dans l'agroalimentaire, moi, je pense. Parce que vu
l'éventail de possibilités dans le milieu. Va donc plus loin là-dessus. Vite de même, là, tu n'es pas obligé d'être parfait, mais vite de même, on irait où, à part l'agroalimentaire? Bien, tu sais, mettons, au niveau de la mécanique. Moi, il y avait une personne qui participait au projet, qui tripait tracteur, mécanique. Fait que, tu sais, est-ce qu'on pourrait avoir un partenariat plus pointu, mais dans ce département-là, qui est dans un cadre stagiaire. La personne fait ses premières avancées par rapport à la mécanique, mais dans un cadre de stage plus structuré, à cause que l'UNAM nous le permet. Puis si ses connaissances se développent, ses compétences aussi, mais est-ce que ça peut l'amener vers un DEP en mécanique, exemple, ou vers un emploi ou un stage dans la communauté, mais en mécanique de X, là, tu sais, de toutes sortes. Fait que je pense que, tu sais, il y a moyen d'aller explorer des aspects comme ça. La pluralité des tâches à accomplir dans le milieu agroalimentaire peut être une bonne porte pour trouver quel corridor emprunter par la suite. Il y a de la mécanique en agroalimentaire autant que de la créativité. Ouais. Puis tu sais, au fil du temps, Guillaume nous expliquait qu'il y a même un volet ébénisterie que je ne connais pas du tout, que j'ai découvert en jasant avec lui. Fait que tu sais, ça, c'est une facette qu'on pourrait dire, bien, on trouve des tâches qui est plus en lien avec ça. Puis ça fait que la personne, elle découvre qu'elle aime ça, puis qu'après, soit qu'elle va vers un niveau d'études, hein, si elle a ce potentiel-là, ou ça devient un domaine d'intérêt que nous, on peut après ça les accompagner avec notre partenaire CEMO vers la communauté. Tu sais, je pense aussi, mettons, on avait un jeune, tu sais, il avait son niveau très, très élevé quand même d'habileté puis de connaissances, compétences, ne serait-ce que pour la semence. Tu sais, dans l'agroalimentaire, tu sais, les jeunes, dans le programme, ce que je comprenais, c'est qu'ils partent de zéro, hein, puis ils apprennent toutes les facettes agroalimentaires, puis quand ils finissent leurs études, ils peuvent partir leur compagnie, leur ferme. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des parcelles, tu sais, il y a des bouts semences pour qui une personne TSA qui a beaucoup d'intérêt à ça pourrait s'en aller dans cet angle-là, comme stage ou même emploi, à la limite d'études possibles. Il faut juste que le niveau d'études soit accessible. Tu sais, souvent, ils vont avoir l'intérêt, mais de faire un DEC, c'est trop difficile, trop ardu. Mais parfois des DEP, t'sais, c'est là qu'il faut se rattacher au ministère de l'Éducation. Ça serait favorable là, pour un peu donner accès à ces domaines-là sans avoir le diplôme ultime requis actuellement. Parce que ça décourage beaucoup de nos jeunes TSA, ça. Fait que dans ta vision, dans le fond, les stages pourraient servir de précurseur à essayer des expériences pour dire après ça, ça me motive assez pour aller faire un DEP? Ça pourrait, effectivement. OK. L'hypothèse que lance comme ça Nathalie Marcoux, c'est un exemple des nombreuses réflexions et idées que les acteurs de la recherche Osiris ont faites en se donnant le temps de laisser les participants autistes manifester leurs spécificités, leurs goûts, leurs différences. Le même processus a été vécu par Mélina Courtois et Geneviève Blais, qui, elles, faisaient partie des travailleurs de la recherche Osiris. Au début, c'est sûr que c'était plus se familiariser avec le milieu, observer un peu les participants dans différentes tâches, parce que certains participants, on avait leur background, on savait un peu qu'est-ce qu'ils avaient fait dans le passé parce qu'on les connaissait bien, puis on avait beaucoup d'informations, mais il y avait certains participants que c'était leur première expérience de travail, donc il fallait les observer, voir comment ils fonctionnaient, se questionner beaucoup avec les intervenantes aussi du centre de réadaptation, parce qu'il y en a certains qui étaient accompagnés. Donc, on devait beaucoup les observer au départ, là, avant de leur proposer une façon de faire, parce que certains, des fois, avaient besoin de peu de support. Puis, par la suite, ben, il fallait... on devait s'ajuster à chaque personne. Certains étaient capables de fonctionner pendant une avant-midi complète, puis il y en a d'autres qu'on a fait une intégration de 2 heures, puis après ça, ils retournaient à la maison pour en venir à une demi-journée, mais c'est pas tout le monde qui a commencé au même stade, puis c'était vraiment important pour nous, tu sais, l'humain, puis le participant, il était vraiment au cœur de du projet de recherche, donc c'était important de s'adapter à chacun. Il y a des gens qui ont commencé à 1 heure par jour, puis il y en a qui ont commencé tout de suite à 3 jours semaine
avec des journées environ là, de 9 à 3 heures de l'après-midi. Là. Donc, oui, on s'est adapté au niveau là, au niveau de rendement des personnes, puis avec les informations qu'on avait sur celles-ci, là, on s'est adapté pour leur offrir, en fait, un horaire variable selon leur capacité. Là. Qu'est-ce qui fait que vous sentez qu'un participant en avait assez? Bien, souvent, ces personnes-là sont assez transparentes, là, fait qu'on peut se fier à ce qu'ils nous disent. Donc, s'il dit moi, je commence à être fatigué » ou je suis tannée de faire cette tâche-là », ben, je pense qu'on peut vraiment se fier à leur honnêteté. Mais aussi, on peut voir des fois des signes physiques. Ils vont fuir les tâches, ils vont plus tomber dans la lune ou des trucs comme ça. Donc, on peut voir aussi des signes physiques là, avec certains. Puis est-ce que les gens ils ont la capacité de faire des longues périodes de travail? Parce que là, tu donnes quand même des signes comme la fuite, tout ça. Est-ce que ces personnes-là ont à peu près la même capacité pour faire du travail soutenu? Bien, ça dépend des personnes, ça dépend vraiment beaucoup des gens. Le niveau là, d'attention, puis tout ça, là, ça peut varier vraiment beaucoup. Mais dans la majorité des cas, quand on remarquait qu'ils aimaient leur tâche, ben les participants persistaient dans le temps puis ils pouvaient travailler sur des longues périodes. Ouais. C'est ce que j'allais ajouter. C'est beaucoup l'intérêt à la tâche, souvent, qui va faire qu'ils vont être plus endurants. Lorsque c'est une tâche qui est moins intéressante pour eux, ben par observation aussi, on va voir là, qu'ils vont avoir tendance à prendre des pauses plus par eux-mêmes, en fait, sans qu'on leur en offre, ou ils vont en demander des pauses. Des fois, c'est des demandes pour aller à la salle de bain. Ils vont demander l'heure, est-ce qu'on va prendre la pause bientôt? Est-ce qu'on va prendre notre collation bientôt? Donc, c'est un petit peu de ces indices-là qui nous démontrent que là, sont fatigués, mais il y en a qui sont capables de faire des journées complètes. Là. Ils arrivent à 9 heures, ils font vraiment ils prennent une petite pause le matin, ils dînent, ils reprennent une petite pause l'après-midi, mais ils font des journées assez complètes. D'autres, moins. Il faut aussi faire attention parce que certaines personnes prendraient aucune pause. Puis ça peut être problématique. Admettons qu'il fait très chaud ou des trucs comme ça, ou ça peut être problématique aussi avec les autres collègues s'ils ont à intégrer un nouveau milieu de travail, puis que c'est des gens qui sont à la tâche, qui vont travailler sans cesse, ça peut créer des problématiques parce qu'il y a des gens qui vont dire « Voyons, qu'est-ce qu'ils font là? » C'est des gens, souvent, quand ils ont une bonne capacité, ils sont performants quand même dans ce qu'ils font. Ils ont des belles expertises, mais des fois, c'est trop. Fait qu'il faut les amener à avoir une routine saine. Puis j'ajouterais, parfois, ils sont pas bien dans les moments où ils n'ont rien à faire aussi. On va voir les moments de pause, les heures de dîner, on va voir des comportements stéréotypés, ils vont tourner un petit peu plus en rond. Donc, il y a mieux être occupé souvent, ces gens-là, qu'à être assis à attendre que le temps passe pendant que les neurotypiques parlent entre eux. Ils n'ont pas tant d'intérêt à soutenir une conversation. Donc, c'est des moments plus pénibles parfois pour eux autres. Alors, souvent, la récompense, c'est la nourriture. Ça va être la collation qu'ils vont prendre pendant la pause. Une fois que la collation est prise, ils vont repartir, là. Ils sont prêts à retourner travailler parce qu'ils ne savent pas comment occuper leur temps. Ils ont plus de difficultés que nous à occuper leur temps libre. Puis une autre adaptation qu'on a fait aussi pour les heures de dîner, c'est qu'on allait dans un local de classe pour couper tous les stimuli, là, parce qu'au niveau sensoriel, pour certains, ça peut être difficile. Là. Donc, on allait dans une classe, c'était calme, avec les lumières pas tout le temps tout allumées, vraiment pour avoir un vrai temps de pause là, pour eux autres. Là. Donc, socialiser puis prendre une pause, c'est comme pas compatible là, pour les participants. C'est plus difficile, en effet. Mais est-ce que c'était généralisé? Est-ce que tu avais des gens qui auraient pu être à l'heure du dîner avec l'ensemble des étudiants de l'Institut national d'agriculture bio? Puis, de ce que je comprends, il y en a aussi d'autres qui, c'était beaucoup trop bruyant, c'était une charge trop importante. Est-ce qu'on avait un peu un mélange des deux? Ou... Effectivement, on avait un mélange des deux types de personnes. Puis je dirais même qu'il y avait un troisième type qui était plus quelqu'un qui aurait aimé socialiser, mais qui ne savait pas comment le faire. Vous parliez tantôt qu'on remarquait parfois qu'un participant aimait sa tâche, qu'il pouvait en faire très longtemps. Est-ce que
quand venait le temps de passer à une autre tâche, il y avait des rigidités qui s'installaient. Comment c'était faire autre chose, changer de tâche? C'était pas toujours facile de les faire changer de tâche. Même juste des fois de faire la même tâche dans un lieu différent, ça pouvait amener une difficulté. Mais quand il faisait une tâche qu'il aimait vraiment beaucoup, ouais, c'était parfois difficile de changer le focus. Tu sais, laver dans des gros bacs, que ce soit dans un local ou un autre, dans notre tête de neurotypique, on se dit, ben ça va se généraliser facilement, mais non. Tu sais, les champlures sont pas placées à la même place. Tu n'utilises pas la même brosse nécessairement. Pareil. L'évier est placé différemment. À une place, j'ai une chaise. À l'autre place, j'en ai pas. Ça peut être le bruit. Tu sais, le bac pour laver est peut-être à côté d'un gros frigo qui fait vraiment du bruit. Puis ça va me déranger plus qu'à l'autre endroit où est-ce qui est plus loin. Fait que c'est vraiment des subtilités qui font une différence, là. Moi, je connais pas l'autisme. C'est sûr que si je suis en compagnie du participant qui, là, soudainement, veut pas faire les tâches 2 et 3 ou les fait mal ou les néglige, bien, jamais je ferai le lien entre le lieu qui a changé et ce comportement-là. Là. Ça, c'est quelque chose qui est à apprendre. Si moi, je veux engager quelqu'un qui vit avec un TSA, il va falloir qu'on me l'enseigne, ça, ou je vais le développer, vous pensez, cette aptitude-là à faire le lien? Ben c'est pas acquis là, pour eux. C'est ça, c'est pas acquis pour eux autres. Puis même en étant très jeune, là, c'est des notions que dans les centres de stimulation ou à l'école qui enseignent. Un chien, ça peut ressembler à un chien brun, ça peut ressembler à un chien blanc, mais ça, c'est des choses qu'ils vont apprendre eux autres. C'est pas des choses innées comme nous qu'on va se dire, ben un chien, mais ça ressemble à tout ça. Fait que c'est la même affaire quand on arrive à l'adulte. Ouais. Mais il faut sensibiliser les milieux à ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup parler par rapport aux troubles du spectre de l'autisme. Quand on veut faire de l'intégration socio-professionnelle, c'est de sensibiliser les gens qui vont les accueillir sur les caractéristiques des personnes autistes et aller dans ces subtilités-là quand on fait de la sensibilisation, pas seulement dire, ben une personne autiste, voilà les sphères dans lesquelles elle peut éprouver des difficultés, mais non, aller dans ces détails-là, parce qu'au quotidien, parfois, on va penser, bon, la personne, c'est de la paresse, mais non, des fois, c'est des petits détails en arrière. C'est pas qu'elle veut plus faire sa tâche, c'est qu'elle a perdu ses repères. Puis il faut avoir un sens d'observation incroyable, en effet. Puis c'est souvent ce qu'on enseigne à nos étudiants en éducation spécialisée, avoir un sens d'observation. Hein, c'est le premier outil d'un éducateur, là. Puis après ça, analyser ces observations-là, comprendre le comportement, mais pour comprendre le comportement, il faut connaître l'autisme. Donc, pour tirer des bonnes conclusions de ce que je vois, ce que j'observe, OK, bien, c'est probablement à cause de ça, donc j'en tire des hypothèses, puis là, je vais être capable de m'ajuster dans mes interventions. C'est ce qu'on montre aux étudiants en éducation spécialisée à faire, mais c'est essentiel. Donc, pour faire une bonne intégration, ça prend une bonne sensibilisation. Puis je pense que vraiment, les entreprises, il faut qu'ils soient bien entourés. Il faut qu'il y ait des intervenants ressources qui sont attitrés aux jeunes pour pouvoir... parce que c'est irréaliste de demander à quelqu'un qui travaille dans une épicerie d'avoir une connaissance comme moi j'ai en TSA. C'est juste pas réaliste. Donc moi, j'étais vraiment l'œil externe pour dire... Tu me dis peut-être que ça fait 4 fois que tu lui expliques, mais peut-être que si tu lui écris les étapes sur un tableau, ben ça va fonctionner. Parce que ça va avoir créé une image mentale, parce que les personnes TSA, ils ont besoin de tout ça. Donc, peut-être que c'est juste ça que ça prenait, puis après ça, la tâche, elle va être faite. Est-ce que ça prend un diplôme de 2 ans qu'on va aller chercher au cégep ou à l'intérieur d'une expérience de vie au travail avec une personne TSA de, je sais pas moi, 2 mois, on va arriver à se faire un coffre d'outils suffisant? Bien, Mélina, elle a amené un bon point. En fait, c'est vrai que ça prend une personne, une ressource à l'externe pour venir supporter les milieux. Ça, c'est certain. Et dans le milieu, ça prend ce qu'on appelle un job coach, une personne de référence, une personne qui va accompagner cette personne-là. Ça prend avant tout la patience, l'ouverture d'esprit, puis un désir d'apprendre à connaître ces personnes-là. Mais en effet, ils ne sont pas obligés de devenir des spécialistes, là, loin de là. Mais d'avoir une personne qui peut répondre à nos questions,
quand on fait face à un défi, une difficulté, d'avoir quelqu'un avec qui échanger, quelqu'un qui va nous soutenir, nous apporter des idées d'adaptation ou d'intervention, ben je pense que c'est des éléments clés. Donc, le grand cœur ne suffit pas. C'est le grand cœur de dire, moi, j'ouvre la porte, ça suffit pas. Il faut que tu ailles te chercher du support. C'est la base, le grand cœur, en effet, mais ça ne suffit pas, certainement pas, là. Quels outils, pour vous autres, ont été les plus utiles? Avez-vous découvert des outils ou peut-être utilisé des outils qui sont vraiment utiles? Moi, le tableau blanc puis mon crayon effaçable, ça faisait partie de mon quotidien, là, tu sais, que ce soit pour inscrire le poids d'un aliment qu'on devait peser, pour inscrire la liste de tâches que les participants devaient faire, pour expliquer à un participant que on donne pas une petite tape, même si c'est pour rire, sur les mains d'une intervenante. Mais c'est quoi, sur le tableau blanc, tu dessinais quelqu'un qui donne une tape sur la main à quelqu'un d'autre? Ben oui, j'ai déjà eu à faire ça, puis aussi de lui dessiner quel comportement j'attendais à la place de ça. Donc, tu peux taquiner les gens, mais d'une autre façon, mais on donne pas des tapes sur les mains des gens parce que ça peut avoir l'air que tu es fâché. Ça peut avoir l'air, tu sais, que t'es en crise, mais t'es pas en crise. Toi, tu voulais juste la niaiser, tu voulais juste trouver ça drôle, mais la personne, elle a pas trouvé ça drôle. Fait qu'on peut faire d'autres choses. Fait que moi, j'avais tout le temps, mais c'est un immense tableau blanc, là. On pourrait en avoir un tout petit, puis ça ferait, ou un papier-crayon, ça marche aussi, là. Mais pourquoi on utilise tant le tableau blanc? Parce que là, tu m'en parles comme un outil qui est hyper important, qui passe plein de choses, là. Pourquoi tu l'utilises autant? Ben c'est très visuel. C'est des apprenants visuels, les personnes TSA. Donc, quand on passe par les yeux, automatiquement, on va avoir un résultat. Ça fera pas nécessairement leur affaire là, qu'on utilise ça, parce que des fois, ils peuvent dire « j'ai l'air TSA, justement », mais en même temps, c'est tellement important de créer un ancrage dans leur cerveau, parce que c'est comme ça que leur cerveau fonctionne, donc c'est important. Fait que tu es en train de nous dire que l'aspect auditif, c'est quelque chose qu'il faut moins utiliser avec les personnes autistes au travail? Oui. L'aspect auditif est très difficile pour certains au travail. Plus on utilise de mots, plus on va se faire dire de se calmer un peu, puis d'arrêter d'utiliser autant de mots, là. Moi, je me suis fait déjà dire « Ah, t'as trop de mots! » Alors... T'imites bien la personne. On a une image, Comment on évalue une réussite chez une personne, tu sais, au travail? Comment on est capable d'évaluer une réussite chez une personne autiste au travail? Et puis les défis en même temps, dans le fond. Ben moi, je peux commencer par le fait qu'il y a des gens qui voulaient pas venir à l'INAB au départ. Puis, avec le temps, on s'est adapté à leur rythme, on a adapté les tâches qu'on leur a données en lien avec leur intérêt, en lien avec leurs forces. Puis, moi, je pense qu'une réussite, c'est lorsque les gens choisissent de continuer à venir. Pour moi, c'est un indicateur de réussite. Puis, dans le quotidien, on le voyait par... des fois, là, on l'observait par les comportements. Des participants chantaient en travaillant. Moi, ça, c'est tous des succès. Pour moi, c'est des signes que ça va bien. Puis... Moi, j'ai vu des participants se mettre à la tâche par eux-mêmes, d'arriver puis de voir qu'est-ce qu'ils avaient à faire, ce qui n'est pas une force pour la plupart. Normalement, ils attendent plus le cue de l'intervenante pour se mettre en action. Mais là, moi, de voir des jeunes qui arrivent, ils voient qu'il y a des bacs à terre puis ils se mettent à les laver, ça me dit « OK, il est bien ». Puis ils voient l'ouvrage, c'est un signe de réussite. Actuellement, on a des participants qui sont encore à l'INAB parce qu'on maintient des activités. Puis, il y a des participants qui... on a pu leur expliquer les tâches, là. Ils ont fait le tour de roue, là. C'est des tâches qu'ils ont fait l'automne passé. On leur a appris l'automne dernier. Mais là, cette année, ils n'ont même plus besoin qu'on leur explique quoi faire, comment le faire. On fait juste leur dire, ce matin, on fait des carottes. Go, ils se mettent au travail. Ils font toutes les étapes pour nettoyer les carottes, peser les carottes, emballer les carottes. Puis on a pu à expliquer. Donc ça aussi, pour moi, c'est un signe de... J'évalue qu'on a réussi. C'est un succès là, pour eux. Là. C'est que la tâche maintenant est apprise, est ancrée, puis c'est rendu un automatisme. Là. Ils ne sont plus en apprentissage, en fait, là, ils sont travailleurs. Là. J'ai eu la chance, moi, d'avoir
un partage d'expérience par rapport à une famille qui a participé au projet de recherche, puis de dire, ben mon jeune, quand il arrive chez nous, j'ai un jardin, puis il est capable d'arranger mes oignons parce qu'il a appris à le faire à l'INAP. Donc, tantôt on parlait de généraliser une tâche. Des fois, c'est difficile pour eux, mais là, quand on voit qu'ils sont capables de le faire en dehors même du milieu de travail, ça aussi, c'est un signe de réussite, là. Des réussites, il y en a eu au cours d'Osiris. Chez cette personne autiste qui, 1 an après avoir appris une tâche, peut le refaire avec le sens de l'initiative, ou celui qui ramène ses connaissances dans un contexte différent. On est loin du cliché de la crise de l'autiste, qui est un préjugé persistant. Mais les crises, c'est un beau stéréotype, là. Les gens vont penser que les personnes autistes font des crises, mais en fait, on n'en a pas vécu une crise dans toute l'année d'expérimentation. Pourquoi? Parce qu'on les a prévenus. Pourquoi? Parce qu'on s'est adapté aux personnes autistes. Tantôt, Mélina disait, tu sais, il faut avoir nos lunettes TSA. Quand on est avec des personnes TSA, ben faut savoir que là, je suis avec une personne TSA, donc son cerveau fonctionne de cette manière-là. Alors, on en a prévenu beaucoup par les outils, les supports visuels, prévenir, donner une pause préventive. Puis c'est un stéréotype, là, vraiment. Là, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de stéréotypes là, en lien avec la méconnaissance. Les neurotypiques sont capables d'en faire des crises aussi. Oui. Puis même si on dit que les gens TSA, on est mieux de ne pas utiliser trop le verbal avec eux, là, mais la communication aussi, ça a été vraiment un facteur clé là, dans l'expérience, là. On a pris le temps aussi, quand ça allait pas un matin, ben, de s'asseoir et de dire « ben ça va pas un matin », non. Ben parfait, on va ajuster tes tâches pour que ça fonctionne. Ça te tente pas de faire cette tâche-là? Pourquoi? Explique-nous. On a été ouverts d'esprit, on s'est doté de stratégies, de communication. La communication, les personnes TSA, là, ce qui haïssent le plus, là, c'est de pas se faire écouter puis de pas se faire entendre. Puis souvent, en tant que neurotypique, on veut aller vite, puis on prend pas le temps de les écouter. Quand ils nous nommaient quelque chose, ça prenait de l'importance pour nous, puis on agissait en fonction de ça. Ce balado est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil de recherche en sciences humaines.